Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, le 8 novembre 2016, cette phrase, vous avez pu la lire ou l'entendre. Elle a fleuri dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Son auteur, présumé, Antonio Gramsci. Sa date, 1930. 90 ans plus tard, elle est encore d'actualité, mais elle a encore tout à nous dire. Qui sont les monstres ? Comment voir dans le clair-obscur ? Sortir de la crise et comment donner naissance au nouveau monde ? Quand les classes moyennes, qui sont le socle de nos démocraties, n'y ont plus leur part, elles doutent. Et elles sont légitimement tentées, ou par des régimes autoritaires, ou par des démocraties libérales, ou par la remise en cause de ce système économique. Je suis désolé, dans une démocratie, moi la seule solution que je vois à une crise, c'est le retour au peuple. Je ne crois pas du tout que ce qui a, à un moment, créé la colère sincère d'une partie de la population soit derrière nous. Je pense qu'on n'a pas le même président de la République qu'il y a un an. Je pense que la crise des Gilets jaunes est passée par là. Quand je vois que le gouvernement a réduit de 30% les crédits de la culture, alors que nos artistes, nos cinéastes, nos musiciens, nos hommes de théâtre, nos écrivains ont tant à dire, à créer, à incarner. Mais la culture ne doit pas être victime de la crise. La culture, c'est la réponse à la crise. Bonjour Jean-Claude Zancarini. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'études italiennes à l'ENS de Lyon. Vous animez avec Romain Descentes, que nous avons reçu hier, un séminaire à l'ENS de Lyon, donc sur les cahiers de prison de Gramsci. Et vous préparez, toujours avec Romain Descentes, un ouvrage sur Gramsci qui va paraître aux éditions La Découverte. Alors on vient d'entendre plusieurs hommes politiques, hommes et femmes politiques, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Ruffin, Nicolas Sarkozy enfin, tous ont à la bouche ce mot de crise. Et leurs mots ne sont pas sans rappeler ceux de Gramsci, sans parler de cette phrase que j'ai citée en ouverture. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Comment interprétez-vous ce surgissement de la pensée de Gramsci aujourd'hui pour évoquer la crise ? À vrai dire, j'ai un peu de mal à comprendre comment tous ces gens-là vont chercher Gramsci. Enfin bon, ça veut dire que c'est un nom. C'est comme Machiavel. Machiavel est un autre des noms qui apparaît dans ces cas-là. Voilà, c'est prendre des mots qui, voilà, effectivement, troublent. Hein, l'idée de le vieux monde, c'est quoi ? Le nouveau monde, c'est quoi ? Pourquoi les monstres ? C'est quoi ces monstres ? Etc. Donc, bon, après tout, si on veut penser que Trump est un monstre, moi, j'ai rien contre, mais il faudrait revenir historiquement à la raison pour laquelle la question de la crise est une question gramscienne, une question que pose Gramsci. Et pourquoi ? Et il la pose parce que voilà, il y a eu la guerre, et la guerre a provoqué une crise. Bon, c'est bien, la Première Guerre mondiale a provoqué une crise, bon, non seulement qui s'est résolue d'une certaine façon en Russie, mais qui a amené des tentatives révolutionnaires dans l'Europe occidentale, et qui, en gros, venait du fait, et ça c'est vraiment au centre de la façon de penser de Gramsci, venait du fait que la guerre et le fait que ce qu'on avait promis aux gens pour le prix du sang et des larmes n'avait pas été donné, n'avait pas été réalisé, que rien n'avait été donné, des espoirs qui avaient été laissés entendre aux masses qu'on avait mis dans les tranchées et qui étaient allés se déchirer les chairs sur les fils barbelés, qui avaient été fauchés par la mitraille, etc. Et que là, de cette non prise en compte de ce que les masses représentaient et avaient en tête, eh bien découlait ce que lui appelle une crise de l'hégémonie des classes dominantes. Alors l'hégémonie, on en a parlé hier justement avec Romain Descendre. Comment se produit cette fissuration de l'hégémonie ? Comment l'hégémonie en vient-elle justement à perdre son rapport de domination ou d'hégémonie ? C'est-à-dire que, en gros, plus personne croit, quoi. C'est-à-dire que normalement, le système d'hégémonie, c'est assez simple. C'est-à-dire que, bon, dans un État, pour Gramsci, en gros, il y a une partie qui est, alors là,
le truc qu'on dit dans la tradition marxiste tout le temps, l'appareil de coercition, l'État c'est un groupe d'hommes armés, etc. Mais s'il y a avec ça, voilà, c'est dictature, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a normalement tout un système que lui appelle un système qui se déroule dans la société civile, qui est le lieu justement où on amène à ce que les gens trouvent que c'est naturel ce qui se passe, quoi. Que c'est naturel qu'il y ait la propriété privée des moyens de production, que c'est naturel que les intelligents soient intelligents, qu'ils sont des fois un peu trop intelligents et un peu trop subtils, mais enfin quand même, c'est assez normal qu'ils soient là, ils ont fait des écoles, etc. Et normalement, ils disent oui, c'est comme ça. Et puis il y a des moments, et c'est là qu'il y a la crise d'hégémonie, où ils disent plus oui, ils disent non. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est cette crise-là, une crise très grande à l'intérieur des sociétés, une aspiration à des transformations dans les masses, les mouvements populaires, etc. Et ça peut aboutir sur une hégémonie des subalternes, une hégémonie des classes populaires. Voilà. À ce moment-là, se pose la question de la lutte pour l'hégémonie. Parce que normalement, ça se passe bien. Il y a des appareils d'hégémonie qui marchent. Alors, à son époque, il y a essentiellement la presse, mais il y a aussi la religion et les formes en particulier en Italie, des formes extrêmement fines de contrôle par l'organisation de l'Église catholique, etc. Voilà. Tout ça, normalement, marche. Après la guerre, ça marche plus. Et après la guerre, en particulier en Italie, alors avec le modèle, ce qui s'est passé en Russie, les gens disent c'est plus possible. Voilà. Et il y a chose dont on parlera peut-être un petit peu plus avant, un moment qu'on appelle les 2 années rouges, en italien, il biennio rosso, les 2 années rouges, qui est justement l'expression de lutte pour la transformation des sociétés, de la société italienne en particulier. Mais on sait bien que ça s'est passé en Allemagne, que ça s'est passé en Hongrie, etc. Voilà. Mais ce phénomène de crise que Gramsci décrit, est-ce que ce n'est pas un phénomène récurrent dans l'histoire, en fait, qui marque toutes les transformations historiques qui se rencontrent dans tous les régimes, tous les pays? Ah, c'est pas la première fois qu'il y en a. Lui, il s'occupe de réfléchir à partir de celle qu'il a sous les yeux, qui est celle de l'après-Première Guerre mondiale. Et quand il est en prison, il essaye de comprendre pourquoi cette crise-là a eu l'issue qu'elle a eue en Italie. Parce que une des raisons de sa réflexion en prison, ça va être de se dire, mais comment se fait-il qu'avec cette situation où les masses étaient en mouvement, où il y a eu des mouvements de grève, et en particulier un très grand mouvement qui n'a pas abouti, mais qui a été l'occupation des usines métallurgiques, puis de beaucoup d'autres usines, d'autres types de métiers en septembre 1920, comment se fait-il que c'est pas nous qui avons gagné, mais c'est le fascisme qui a gagné, que c'est le fascisme qui a pris le pouvoir? Et la preuve qu'ils ont pris le pouvoir, c'est que moi je suis en prison avec mes camarades, qu'on n'a plus personne dans le parti, etc. Donc voilà. Passé et présent. L'aspect de la crise moderne que l'on présente comme une vague de matérialisme est relié avec ce que l'on nomme crise d'autorité. Si la classe dominante a perdu le consensus-consentement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dirigeante, mais uniquement dominante, détentrice de la pure force coercitive, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, ne croient plus en ce qu'elles croyaient auparavant, etc. La crise consiste précisément en ce que le vieux meurt et le nouveau ne peut pas naître. Dans cet interrègne se vérifient les phénomènes morbides, pathologiques les plus variés. Jean-Claude Zancarini, vous êtes devant l'évidence en entendant ce texte interprété par Amélie Ricordo. C'est ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc c'est là une classe dominante normale pour Gramsci. Et il parle pas seulement de ce que devrait être la classe ouvrière. Il parle de sa vision historique de longue durée, et en particulier de l'expérience de la Révolution française, une classe dominante nouvelle, classe dominante qui, elle doit être à la fois dominante, et ça, c'est son appareil de coercition, mais elle doit être capable de diriger, c'est-à-dire de donner des directions. C'est la fameuse distinction chez Gramsci entre direction et domination. Exactement. Quand il ne reste que la domination, on est dans une forme de dictature. Exactement. Et la crise apparaît. Exactement. Et le monstrueux apparaît. Exactement. Et quand il y a les deux, à savoir comment on pourrait dénommer en fait direction et domination, ce serait une sorte de savant dosage entre la raison et la force. Il dit que c'est le fonctionnement de l'État intégral.
C'est-à-dire qu'il dit, en gros, on peut distinguer, mais c'est une distinction méthodologique, parce que en vrai, c'est mélangé. Il dit, on devrait distinguer la société politique, donc l'appareil de l'État tel qu'on le conçoit généralement, donc le gouvernement, mais derrière le gouvernement, voilà, un appareil de justice, un appareil de police, un appareil militaire, etc. Bon, une autre réalité, mais que l'État normalement fait fonctionner à son profit, que les classes dominantes font fonctionner à leur profit, qui est la société civile, dans laquelle ça devient c'est comme ça parce que c'est comme ça. Enfin, la dernière version de cette idée-là, c'est il n'y a pas d'alternative, de notre amie anglaise. Voilà. Bon, alors là, ce qu'il dit, c'est là, quand on analyse à la sortie de la guerre la situation, eh bien, c'est que la classe dominante a perdu le consenso. Elle a perdu l'hégémonie. Parce que les gens se rendent compte que c'est quoi, pourquoi cette guerre, qu'est-ce qu'elle a donné, est-ce qu'elle a donné les terres aux paysans, par exemple. On a fait aller les paysans dans les tranchées, et on les a massacrés par centaines de milliers, et ils reviennent et c'est comme avant. Là, il y a un moment où les gens disent non, ça va pas du tout. Est-ce que le consenso, c'est l'équivalent en français strictement de consensus ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même en plus ? Alors, vous avez vu, j'ai traduit ça avec deux mots, mais bon. Consensus, c'est sans doute consensus, le plus... consentement. Ouais, consensus, consentement. C'est-à-dire, faut au moins que les gens disent oui, quoi. Qu'ils consentent au moins passivement, il dit. Quand ils consentent pas, au moins passivement, à ce moment-là, on a les moyens de vous faire consentir. Les moyens de vous faire consentir, c'est, on va chercher l'appareil de coercition, Voilà. Quand les gens ne sont pas d'accord, alors on fait appel à la coercition. Oui. Mais dans ce cas-là, on reconduit en fait le problème de la crise, qui est on reconduit la domination plutôt qu'on ne cherche à diriger. Exactement. Alors la question, c'est qu'ils sont pas si idiots que ça. Ils refabriquent une hégémonie. Ils essayent de refabriquer une hégémonie. En Italie, ils sont allés chercher les fascistes, mais les fascistes n'ont pas gagné comme ça. Ils ont gagné parce que derrière, il y avait la monarchie, derrière, il y avait les propriétaires agrariens, et derrière, il y avait... oui, parce que c'était une alliance justement de classe, telle que le décrit très bien Gramsci quand il décrit l'hégémonie. Exactement. Donc ils ont reconstitué une hégémonie qui n'a pas été un petit truc, puisque elle a duré 20 ans quand même. C'est-à-dire que, pour prendre un autre exemple historique en sautant plusieurs dizaines d'années, les années 60, 70 dans le monde occidental, il y a eu une remise en question de l'hégémonie libérale. Ils ont reconstitué quelque chose d'autre après. Ils ont reculé sur les droits civiques des Noirs, sur toute une série de choses après mai 68 en France, mais après, ils font le travail aussi, ils sont pas démunis, Et je crois que c'est ça qu'il essaye de mettre en évidence. Ce qui est intéressant aussi, donc vous avez dit, j'ai traduit par consensus, consentement, donc c'est une de vos traductions, Jean-Claude Zancarini. C'est un texte qui apparaît au paragraphe 34 des cahiers de prison numéro 3, donc, de Gramsci. Et la dernière phrase, c'est « La crise consiste précisément en ce que le vieux meurt et le nouveau ne peut pas naître. Dans cet interrègne se vérifient les phénomènes morbides, pathologiques les plus variés. » C'est la véritable traduction de cette phrase citée au moment de l'élection de Donald Trump. Alors comment expliquez-vous, Jean-Claude Zancarini, qu'il y ait eu un léger déplacement, en tout cas plus poétique, avec la phrase partagée, on parle de clair-obscur, de monstre, alors que là, vous parlez de phénomènes morbides, pathologiques. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment c'est historicisé, quoi. Ça dit, la crise, c'est que le vieux meurt. Le vieux, c'est le fonctionnement des sociétés avec propriété privée, les moyens de production. Le nouveau, c'est on prend prenez le pouvoir, bataillons ouvriers, et donc le nouveau, ça serait un monde à terme sans classe, mais pendant un temps de dictature du prolétariat. Alors on reviendra peut-être là-dessus parce que c'est un terme qu'il emploie quand il est jeune, mais quand il est en prison, il ne l'emploie plus, et c'est là où il détache de Marx. C'est là où il interprète Marx d'une certaine façon. Alors, en gros, ça dit dans les termes de la crise qu'il a sous les yeux, ce que disait Marx dans la préface de la critique de l'économie politique, à savoir qu'à un certain stade de leur développement, les forces productives rentrent en contradiction avec les rapports de production existants. Donc les anciens rapports de production, c'est l'ancien,
Et des nouveaux rapports de production, c'est le nouveau. Et là, c'est un combat entre l'ancien et le nouveau. Mais là, dans la Qui se phrase déroule. de Gramsci, la différence, c'est qu'on a plutôt l'impression, quand on entend le terme d'interrègne, c'est qu'il n'y a pas une confrontation entre le vieux et l'ancien. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un trou entre le vieux et l'ancien. Et que là apparaissent des phénomènes normatifs. C'est pas le fruit de frottement, de Ce qu'ils tension. pensent, c'est que là, pendant un moment historique, on ne sait pas qui va gagner. C'est ça l'interrègne. Et C'est vous qu'on pensez ne que ça sait pas. qualifie le moment actuel, quand on entend tous ces hommes politiques qui parlent de crise? Est-ce qu'on est vraiment dans un moment de frottement entre le vieux monde et le nouveau monde, ou est-ce qu'on est dans un moment, justement, où tout est possible? J'aimerais bien que ça soit vrai, mais j'y crois pas trop, ça. Je crois pas trop. Je crois qu'il y a une aspiration démocratique, il y a une aspiration à la transformation très grande dans le monde entier. Et ça, pas seulement en France, mais bon, je veux dire, en France, maintenant, ça fait 2 ans, quoi, au minimum, qu'on entend, on sent ça. Enfin, voilà. Si on s'en rend pas compte, voilà. Mais je pense vraiment qu'il y a ça, mais en même temps, on peut pas dire qu'on est dans une situation où le nouveau va l'emporter sur l'ancien. Mais déjà, Quand encore lui- faudrait-il savoir ce que c'est que le nouveau. Est-ce que le nouveau, c'est si clair que ça? Ah, dans son texte, c'est très clair. Dans ce que nous, on peut entendre sur qu'est-ce que pourrait être le nouveau, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait se définir comme remise en question du fonctionnement néolibéral de nos sociétés. Je pense que ça, il y a une demande très forte de démocratie. Et dans la tête de Gramsci, c'était le fonctionnement fasciste-capitaliste? Qu'est-ce qu'il remettait en question? Quand il écrit cette phrase-là, le fascisme, c'est les phénomènes, c'est vrai, i fenomeni morbosi. C'est un terme qui veut dire les phénomènes morbides, mais pas dans le sens moral, mais dans le sens Presque pathologique, médical. quoi. Voilà, médical, non, vraiment. Et il y a ça. On peut penser aussi que d'une certaine façon, mais là, on n'a pas de preuve textuelle de ça, il pense à certains phénomènes négatifs qu'il a vu se profiler en Union soviétique et qu'il a dénoncé à partir de 1926. Mais bon, là, on peut penser quand même que essentiellement c'est le fascisme. Et ce qu'il dit là-dessus, c'est qu'en gros, quand c'est là, je cite un passage du cahier 13, il dit quand ces crises se manifestent, la situation immédiate devient délicate et dangereuse parce que le champ est ouvert aux solutions de force, à l'activité des puissances obscures représentées par les hommes providentiels. Fascistes de toute l'Italie, à l'exemple des Romains, élevez vos esprits et vos cœurs. Nous devons vaincre, nous vaincrons. Le matin du 28 octobre 1922, Mussolini avait lancé de Milan cette proclamation révolutionnaire par l'intermédiaire de son journal Il Popolo d'Italia. Le 30, la marche sur Rome des chemises noires allait contraindre le roi à confier à Mussolini la charge de constituer le nouveau ministère. Je peux vous assurer que dans quelques heures, vous aurez non pas un ministère, mais un gouvernement. Dans une apparente légalité, Mussolini venait donc de conquérir le pouvoir. La lune de miel entre le fascisme et l'Italie. J'affirme que la révolution a ses droits. Je me suis refusé à aller jusqu'au bout de ma victoire, je le pouvais. Avec 300 000 jeunes gens bien armés, prêts à tout, disposés à m'obéir aveuglément, un aveuglement pour ainsi dire mystique, je pouvais punir tous ceux qui ont diffamé et voulu salir le fascisme. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et vous écoutez une archive de 1967, les dossiers de l'histoire, pour notre deuxième temps consacré à Antonio Gramsci en compagnie de Jean-Claude Zancarini. Et aujourd'hui, nous évoquons la crise chez Antonio Gramsci. Alors pourquoi cette archive? Évidemment parce qu'on y a entendu la mise en scène de la proclamation de Mussolini, l'arrivée du fascisme, qui illustre exactement ce qu'avait en tête Gramsci quand il parle dans son texte de phénomènes morbides, pathologiques, donc de phénomènes même très médicaux pour décrire comment en fait le fascisme a touché, rendu malade le corps social. Ouais, c'est ça.
Voilà, faut quand même dire que les 300 000 hommes bien armés, etc., on aurait pu, etc., qu'ils se sont fait arrêter devant Rome par 400 carabiniers et qu'il a fallu que le roi l'appelle pour lui dire, parce que lui, il était à Milan avec un billet pour la Suisse ou un billet pour Rome. Donc on lui a dit, prends le billet pour Rome et viens. Mais je veux dire, faut pas raconter d'histoire. C'est-à-dire que ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que ils ont effectivement fait un bloc historique des forces réactionnaires. Et le bloc historique des forces réactionnaires, là, c'était eux, effectivement, avec une bonne partie de d'une tradition de la petite bourgeoisie qui encadrait les soldats, etc. Ils étaient pas tous là, mais il y en avait quand même une partie non négligeable qui formait les forces des squadres, des équipes paramilitaires des fascistes, mais la monarchie, mais les carabiniers et les guardie regge, mais les agrariens, mais la Confindustria, c'est-à-dire l'alliance des grands industriels italiens. Donc ça c'est le premier truc à dire. C'est-à-dire que ça n'est pas la révolution fasciste. Il n'y a pas de révolution fasciste. Voilà. Il y a un bloc historique où le fascisme a joué un rôle important, mais voilà. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les phénomènes dans une période de crise d'hégémonie, c'est pas dit que ça soit les forces populaires qui gagnent. La preuve. Et c'est bien ça, la question qui va se poser en prison, c'est comment se fait-il, avec la classe ouvrière qu'on avait, etc., donc le mouvement qu'il y avait dans la société, comment se fait-il, c'est les autres qui ont réussi à avoir un bloc historique. Et comment Gramsci répond à ce problème? Est-ce qu'en fait il s'en tient, si je puis dire, il se contente d'analyser les causes de cet échec, ou est-ce que il veut aussi analyser, mais en même temps produire des outils pour empêcher l'apparition de phénomènes morbides? Ça, c'est clair que c'est ça qu'il va faire dans les cahiers. Peut-être faut faire un tout petit saut sur le Gramsci. Allez-y. Du Biennio Rosso, des 2 années rouges, et donc le Gramsci de l'Ordine Nuovo. Donc le journal qu'il a fondé. Le journal qui fonde le 1er mai 1919 avec un groupe de jeunes comme lui, intellectuels socialistes de Turin, qu'il appelle une revue hebdomadaire de culture socialiste. Avec ce journal, ils vont arriver à développer un mouvement de masse, vraiment avec un aller-retour permanent avec l'avant-garde ouvrière des usines, et en particulier des usines métallurgiques. Et ils vont faire, en 1920, plusieurs très grands mouvements, mais qui vont être assez limités à Turin, en gros, avec un peu de soutien à Gênes, dans des petites localités, etc. Mais qui était l'organisation des comités d'usine. C'est-à-dire qu'en gros, la question qu'ils avaient, c'était est-ce qu'on peut faire en Italie des soviets? Enfin, une des grandes questions de Gramsci, c'est comment on peut traduire les expériences nationales d'autres nations en italien. Et là, l'idée qu'il a eue avec ses camarades, là, c'était oui, on peut faire ça, on peut avoir l'équivalent des soviets, mais italien. Et donc, il est parti d'organisations qui existaient, qui étaient les commissions internes. Ils ont fait organiser les élections de délégués d'ateliers, commissari di reparto, et ils ont mis en place des comités d'usine. Ces comités d'usine ont organisé une très grande grève générale sur l'ensemble du Piémont en avril, et surtout, ils ont été à l'origine de l'occupation des usines métallurgiques, alors pas seulement à Turin, mais dans tout le pays, mais là où c'était le cœur de ce mouvement, c'était Turin, avec un mouvement qui est allé jusqu'au moment où ils se sont demandé est-ce qu'on sort des usines? Est-ce qu'on sort des usines et est-ce qu'on essaye de prendre le pouvoir? Et à ce moment-là, et je crois que c'est extrêmement important parce que c'est un peu un déclencheur de sa réflexion, à ce moment-là, lui et les gens de l'Ordine Nuovo, quand on leur demande, parce qu'il y a une réunion à Milan avec la direction de la CGT, CGIL, donc la Confédération Générale du Travail, et du Parti Socialiste, dire est-ce que vous pensez que vous pouvez sortir des usines et attaquer? Et ils disent mais non, on peut défendre les usines, ils sont armés, je veux dire dans la vente il y a les titres, mais c'est incroyable quand on les lit maintenant, organisez-vous, armez-vous. La vente c'est le journal du parti socialiste. Voilà, donc il y a 200 000 membres.
Hein, il y a des millions de personnes à la CGL. Armez-vous. Mais ils disent, c'est bon. On n'a pas les forces. On a les forces pour se défendre si on est attaqué. On n'a pas les forces pour faire la révolution. Et ce qu'ils pensent, et ça, je pense, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en gros, c'est plus important les formes d'organisation des masses populaires et des ouvriers, c'est plus important que la question de l'insurrection armée. C'est-à-dire que l'insurrection armée, c'est pas ça qui est décisif. Ce qui est décisif, c'est est-ce qu'on est capable de mettre en place dans un certain nombre d'usines, et alors il imagine que ça peut se faire aussi dans les campagnes, etc. À ce moment-là, ça se fait pas, ça se fait vraiment dans les usines et plus précisément à Turin. Mais des formes d'organisation qui sont les formes d'organisation où les ouvriers sont là, non pas comme salariés qui demandent des augmentations, des trucs, des machins, mais comme producteurs qui lèvent le doigt en disant nous sommes capables d'assurer la production industrielle. Nous sommes même les seuls capables d'assurer bien. Alors, il y a un côté productiviste, hein, voilà, qui maintenant nous paraît quand même un peu décalé, mais à cette époque-là, voilà ce qu'il dit. Et il pense que ça, hein, c'est plus important que l'insurrection. Ouais. Ça veut dire que Gramsci, en fait, n'était pas révolutionnaire au sens qu'on l'entend, ou on l'entend avec Marx, par exemple, ou avec la Révolution, en fait, de manière très banale, où on prend les armes. Alors, il n'est pas révolutionnaire. Si, il est révolutionnaire, mais il pense que ça, c'est, en gros, tu fais pas la révolution par un coup d'État. Tu fais pas la révolution par un coup de force. C'est là où prend tout son sens sur le sens commun dont on parlera demain avec Christophe Mileski, sur l'éducation, sur l'idée d'une hégémonie qui passe par une éducation entre les individus. C'est ça qu'il a en tête, Gramsci. C'est ça qu'il a en tête, et il a en tête les formes d'organisation qui sont des ébauches il appelle ça de l'État ouvrier. C'est-à-dire qu'il pense qu'en gros, c'est les comités d'usine tels qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire des élections, etc., qui arrivent et c'est arrivé dans certaines usines de Turin, à ce que les techniciens et les ingénieurs fassent partie de l'organisation. C'est ça qui est l'ébauche de l'État ouvrier. Et c'est ça qui est décisif. C'est révolutionnaire, non ? C'est révolutionnaire. Simplement, c'est une conception de la révolution qui va l'amener à penser de façon diverse à partir du moment où il va réfléchir là-dessus, parce que ça sera 10 ans après, 10, 12 ans après, hein, ce qu'il va écrire dans les cahiers. Et là, il va abandonner, de facto, il n'y a plus jamais le mot dictature du prolétariat, l'expression dictature du prolétariat, il n'y a plus jamais l'expression révolution prolétarienne. Dans les cahiers, il y a autre chose. Il y a la guerre d'opposition, et il y a l'hégémonie, et il y a une revendication démocratique très très forte qui est, il faut qu'on lutte pour qu'il y ait une constituante du peuple italien. Et c'est en faisant ça qu'on transformera la société. Dans chaque pays, le processus est différent, bien que le contenu soit le même. Et le contenu est la crise d'hégémonie de la classe dirigeante qui se produit ou bien parce que la classe dirigeante a échoué dans une de ces grandes entreprises politiques pour laquelle elle a demandé ou exigé par la force le consentement consenso des grandes masses, la guerre par exemple, ou bien parce que de larges masses, surtout de paysans et d'intellectuels petits bourgeois, sont soudain passés de la passivité politique à une certaine activité et qu'elles posent des revendications qui, dans leur ensemble inorganique, constituent une révolution. On parle de crise d'autorité, et c'est précisément cela la crise d'hégémonie, ou crise de l'État dans son ensemble. Les chemins de la philosophie. France Culture, Géraldine Mosna-Savoie. Jean-Claude Zancarini, on a entendu encore une de vos traductions d'Antonio Gramsci, paragraphe 23, Cahiers de prison, volume
2013, où Antonio Gramsci nous explique le moment où interviennent les crises, où apparaissent les crises. Donc c'est le moment soit où la classe dirigeante a échoué en fait à avoir le consentement des masses, soit le moment où en fait les masses justement sont passées de la passivité à l'activité. Et est-ce que cette activité, ce passage de la passivité à l'activité, correspond à ce que vous décriviez, Jean-Claude Zancarini, avec ce qui se passe dans les journaux, dans les conseils, dans l'auto-organisation ouvrière? Bah oui. Non mais ça c'est vraiment, je crois que là bon il l'a dit bien mieux que ce que j'ai dit moi avant, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer, mais évidemment là avec une. Et pourtant il emploie le terme de révolution là. Et voilà. Alors qu'il l'avait abandonné en tant que tel. Non mais là c'est simplement, il pose des revendications qui constituent une révolution. C'est ce type de revendication qui est posé par les masses en mouvement, les ouvriers métallurgiques, leur façon de s'organiser, etc. On voit bien qu'il dit ça, c'est-à-dire qu'il dit c'est ça qui constitue la révolution. C'est-à-dire qu'à la limite, là, il ne se pose pas ou plus la question. Alors, il peut se poser, parce qu'en face, ils vont pas rester comme ça, à regarder, tiens, vous faites la révolution, tenez, voilà les clés des usines, vous avez qu'à les prendre, on n'en parle plus, on vous laisse. Oui, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve de force. On dit pas qu'il n'y en aura pas, mais on dit que c'est ça, la révolution. C'est la révolution, c'est que les ouvriers se prennent, produisent et acquièrent les conditions de production. Les conditions de production, montrent qu'ils sont capables de travailler avec les ingénieurs et les techniciens, montrent qu'ils sont capables de travailler avec les paysans. Donc voilà, pendant cette période-là, par exemple, il y a un très grand mouvement de grève des ouvriers agricoles dans tout le nord de l'Italie. Donc ils sont quatre qui se courent après, les gens. Mais ils arrivent à faire un truc incroyable, quoi. Ils arrivent à faire ce truc incroyable qui ne se fait que parce que les revendications qu'ils ont, pas les revendications, les mots d'ordre qu'ils ont avancés ont été transformés en force matérielle par les masses, pour prendre une vieille citation de Karl Marx. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se transforme en force matérielle. Les idées se transforment en force matérielle. Que s'est-il passé, Jean-Claude Zancarini, pour que Gramsci abandonne cette dimension de force, de coercition, de dictature du prolétariat, pour en venir à dessiner en fait une révolution qui serait beaucoup plus profonde, en fait beaucoup plus structurelle, où il nous dirait que la révolution, elle passe pas par la force, mais elle passe par une transformation de l'organisation. Et est-ce que cet abandon de la force, il est aussi évident que ça, et puis est-ce qu'il est aussi audible? Alors, ce qu'il pense fondamentalement, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a une nouvelle situation politique internationale. Que cette nouvelle situation politique internationale, il l'a décrit avec des concepts qui sont des concepts militaires. Il dit, on est passé de la guerre de mouvement à la guerre de position. Alors, quelle est la différence? Expliquez-nous. Quand on parle d'ailleurs de Gramsci, c'est souvent deux termes qui reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la guerre de mouvement, c'est ce que les Russes ont pu faire en Russie. Bon, en gros, révolution démocratique, on fait tomber le tsar, etc. Et puis à un moment donné, on prend le pouvoir, on fait l'attaque du palais d'hiver, terminé. Bon, et après non, c'est pas terminé. Après, on mène la guerre contre les autres. Et après, on pense que la force expansive de ce mouvement va se répandre dans l'Europe. Alors, sauf qu'en face, ils ont compris. Alors, quand il dit ça, il dit ouais, mais en Orient, la société politique, donc l'État sous sa forme de domination, l'État sous sa forme coercitive était tout, et la société civile, pas grand-chose. À partir du moment où la force expansive de ce mouvement s'est arrêtée, et c'est assez simple quand ça s'arrête aux portes de Varsovie, quand la cavalerie soviétique, dirigée par le général Boudienny, est battue par la formidable et l'héroïque cavalerie, celle qui va attaquer les chars nazis quelques années plus tard. Et ils arrêtent là. Et là, et c'est pour ça qu'il n'est pas trotskiste, par exemple, c'est qu'il dit, si on continue à dire on peut faire la guerre de mouvement, attaquer tous azimuts, etc., eh ben voilà, on va se faire avoir. Et maintenant, on est dans une autre guerre. La guerre de position. Qui est la guerre de position. Et alors qu'est-ce qu'on fait pendant la guerre de position? En quoi ça consiste? Alors, en quoi ça consiste? La guerre de position, donc il a une formule qui est assez claire.
Hein. Il écrit, dans les cahier 8, paragraphe 52, la guerre de position en politique, c'est le concept d'hégémonie. Ça peut pas être plus clair. Donc il faut qu'on écoute l'émission d'hier pour comprendre. Il faut lutter pour opposer à la force de l'ennemi une nouvelle force qui est la force des subalternes. Voilà ce qu'il dit. Donc, alors, à partir de là, quel mot d'ordre on tire de ça? Quel mot d'ordre politique il va falloir qu'on donne? Alors, faut bien noter, historiquement, quand il écrit ça, la ligne dans l'internationale communiste, c'est la fameuse ligne qui a amené, entre autres, la victoire des nazis en Allemagne, qui est la ligne dite classe contre classe, qui va durer jusqu'au moment où ils ont compris, on leur a fait comprendre, et que ils décident que non, on va arrêter les frais, et ça va être les fronts populaires. Mais jusque-là, ils sont sur une ligne classe contre classe, le social-fascisme, c'est-à-dire les sociaux-démocrates, c'est comme des fascistes, c'est nos ennemis au même niveau, etc. On peut pas non seulement on peut pas leur faire confiance, mais en plus, ils nous poignarderont dans le dos comme Noske l'a fait, etc. Le chien sanglant de la social-démocratie allemande l'a fait en tuant Liebknecht et Rosa Luxembourg, etc. Donc ils sont sur cette ligne-là. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses camarades, écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec le parti, etc., mais je crois que le bon mot d'ordre maintenant, ça serait de faire une constituante. Qu'est-ce qu'il entend par là? Et il entend très précisément faire un bloc d'entente intesa en italien, d'entente avec tous les partis antifascistes et se battre pour une république. Il entend ça très clairement et il dit ça très clairement. Et ça, c'est quand même, c'est-à-dire on peut pas être plus en orthogonal par rapport à la position de l'international. À tel point qu'une partie de ses camarades de la prison où il est vont écrire à la direction du parti en disant Antonio, il est passé sur les positions social-démocrates. Il faut l'exclure. Il faut l'exclure. Est-ce que vous pensez que c'est audible, Jean-Claude Zancarini, une définition de la révolution telle que l'a proposée Gramsci? Est-ce qu'on peut vraiment, à la fois dans l'imaginaire, mais aussi de manière conceptuelle, on peut se passer de la force et de la violence quand on pense à la révolution? Et la question prend à la gorge. Je pense pas qu'il pense qu'il faille jamais poser la question. Il pense que, sans aucun doute, à des moments donnés, face à la puissance de l'ennemi et à son agressivité, il faudra sans doute se défendre. Mais c'est pas ça qui est fondamental. C'est un deuxième temps. Toute l'après-midi sur les Champs-Élysées, les Gilets jaunes ont occupé le terrain, montant et descendant les champs au gré des mots d'ordre de l'un ou de l'autre, faute de véritable organisation. Pas de débordement ici, seulement quelques barrières oubliées depuis les commémorations et jetées sur la chaussée pour ralentir les gendarmes mobiles. Gendarmes qui ont petit à petit refoulé les manifestants jusqu'à l'Étoile. Dans la foule, ça discutait ferme, hausse des prix et des taxes, mais aussi ras-le-bol général de la politique d'Emmanuel Macron. Philippe est un jeune retraité. Je suis venu ici parce que je suis pas content. J'ai voté pour M. Macron, que je respecte beaucoup, parce que c'est un homme intelligent qui a certainement plein de qualités, il n'y a pas de doute, mais je suis très déçu du fait que la façon dont il se comporte depuis quelque temps avec les gens. À la télévision, on entend sans arrêt ses explications, on se croirait à la maternelle. On a bien compris ce qu'il nous a expliqué, mais on n'est pas d'accord. Voilà. C'était le premier jour des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018. Mais avant d'évoquer cet extrait, Jean-Claude Zancarini, j'aimerais qu'on écoute ce texte de Gramsci. Le mouvement turinois fut accusé en même temps d'être spontanéiste et volontariste ou bergsonien. Cette accusation contradictoire, si on l'analyse, montre la fécondité et la justesse de la direction qui avait été imprimée à ce mouvement. Cette direction n'était pas abstraite. Elle ne consistait pas à répéter mécaniquement des formules scientifiques ou théoriques. Elle ne confondait pas la politique, l'action réelle, avec la recherche particulière du théoricien. Elle s'appliquait à des hommes réels, qui s'étaient formés dans des conditions historiques déterminées, avec des sentiments, des façons de voir, des fragments de conception du monde, etc., déterminés, qui résultaient des combinaisons spontanées d'un certain milieu de production matérielle avec la fortuite agglomération d'éléments sociaux disparates. Cet élément de spontanéité ne fut pas négligé et encore moins méprisé. Il fut éduqué, orienté,
purifié de tous les corps étrangers qui pouvaient le souiller, afin de le rendre homogène, mais de façon vivante, historiquement efficace, grâce à la théorie moderne. On parlait, parmi les dirigeants eux-mêmes, de la spontanéité du mouvement. Et il était juste qu'on en parle. Cette affirmation était un stimulant, un élément énergétique, un élément d'unification en profondeur. Plus que toute autre chose, c'était une façon de nier qu'il s'agissait de quelque chose d'arbitraire, d'aventureux, d'artificiel, d'un mouvement qui ne serait pas historiquement nécessaire. Cela donnait à la masse une conscience théorique. Cela faisait d'elle la créatrice de valeurs historiques, la créatrice d'institutions, la fondatrice d'États. Cette unité de la spontanéité et de la direction consciente, ou encore de la discipline, voilà ce qu'est précisément l'action politique réelle des classes subalternes, en tant qu'elle est une politique de masse, et non une simple aventure de groupement qui se réclame des masses. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Jean-Claude Zancarini, dans ce texte interprété par Maëlys Ricordo, extrait paragraphe 48, cahier 3 d'Antonio Gramsci, que vous avez traduit, on est tenté d'y voir l'illustration, ou du moins l'interprétation, l'analyse, un écho en tout cas, entre le mouvement qu'on a décrit des Gilets jaunes, mouvement spontané, et la spontanéité dont parle Gramsci à propos du mouvement turinois. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui parle, hein. Il y a quelque chose qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas mis tout le passage parce qu'il est vraiment trop long, mais. Et déjà, il est magnifique. Il est magnifique. Ben, on pourra éventuellement commenter 2-3 trucs, mais négliger, et ce qui est pire, mépriser les mouvements dits spontanés, voilà, peut avoir souvent des conséquences très sérieuses, très graves. C'est-à-dire, si tu les laisses aux autres, voilà. Et bon, alors, donc, c'est ça, faut pas mépriser, faut pas négliger les mouvements spontanés. C'est tellement dur pour les subalternes. Voilà, parce que c'est ça la question, c'est les subalternes, les gens réels là, hein, quand il dit ça, c'est moi magnifique. Ce que je trouve magnifique, c'est la manière dont il évoque hommes réels. Elle s'applique à des hommes réels. Formés dans des conditions historiques déterminées, avec des sentiments, des façons de voir, des fragments de conception du monde déterminés qui résultaient des combinaisons spontanées d'un certain milieu de production matérielle. Voilà, hein, ce truc-là. C'est les gens, quoi. C'est les gens. C'est un truc qui est magnifique dans Gramsci tout le temps. Ça, il dit. Le truc le plus dur pour lui en prison, c'est il dit j'ai plus la perception, alors il emploie ce mot de l'époque, la perception moléculaire de ce que sont les gens réels, Pierre, Paul, Jacques, etc. Ceux qui venaient me voir, ceux qui... Le côté physique, voilà, le côté physique, le côté rapport, et ça, tous les témoignages qu'on a, c'est pendant je racontais un petit moment de ce moment spontané là dont il parle, hein, ce mouvement turinois, accusé en même temps d'être spontanéiste ou volontariste. Bah, faudrait savoir, dit-il. Hein, faudrait savoir si on était des bergsoniens avec l'élan vital. Hein, et les gens qui nous traitent de bergsoniens, c'est des gens qui n'ont pas lu Bergson, etc. Enfin bon, bref. Ou si on est spontanéiste. Nous, on est dans ce rapport réel aux gens. Et alors, on a des témoignages sur l'occupation des usines. Dans une des usines, c'est un ouvrier qui est devenu après, qui était proche de Gramsci et de l'Ordine, qui est après devenu un militant communiste, qui a combattu en France dans les maquis, etc. Enfin bon, bref, qui s'appelait Baptiste Assantia, qui a fait plusieurs témoignages, dont un 10 ans après, en 1930, qui s'appelle La lutte contre les réformistes dans les usines occupées, tu vois. Et il raconte ça, qu'à un moment donné, il arrive Antonio, il arrive. Et faut voir, il y a un tout petit mec comme ça, il mesure 1m52, etc., machin. Et il arrive, il passe toute la nuit à discuter, et il dit, pareva proprio un operaio. On aurait vraiment dit un ouvrier, il savait le nom des machines, il demandait, etc. Tout le monde, voilà. Parce que il était là, à la fois, et c'est là qu'on va comprendre ce que c'est direction consciente. C'est qu'à un moment donné, Santia lui dit, mais
tu crois vraiment qu'il faut qu'on produise des trucs pour les capitalistes. Putain, mais ça fait 1 an qu'on répète qu'on est capable de produire, qu'on est capable de prendre la production en main, qu'on s'organise comme des producteurs et pas comme des salariés. Tu me poses la question, bien sûr qu'on va faire ça. Bien sûr qu'on va faire ça. Voilà. Et en même temps, le côté militaire, un autre truc qu'on sait, c'est qu'en gros, il est dans le comité militaire turinois, lui. Et qui dit, c'était épouvantable. Il raconte, c'est un passage d'une lettre qu'il écrit à sa femme un peu plus tard, en 1924. Et il était dans le comité militaire, et c'était un moment où on se disait, est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on a les blindages pour mettre sur les voitures? On prend les 5000 cartouches, ils avaient 5000 cartouches en tout sur tout Turin, c'est pour te dire. Tu vois, il faut y aller, quoi. Donc, et ils étaient écrasés par la responsabilité. Il emploie un truc, ils étaient écrasés jusqu'à la moelle. Stritolati fino alle midole. Et ça, c'est ce qu'il essaye de rendre à travers ses textes. C'est ça. Quand il parle d'hommes réels, quand il parle d'expériences réelles, voilà, d'expériences moléculaires. Les hommes en chair et en os, c'est un truc qui revient tout le temps. Et il raconte ces histoires. Comment eux, à quelques-uns, quelques sardes, ils finissent par convaincre les soldats de la brigade Sassari qui avaient été envoyés pour réprimer les ouvriers, ils arrivent à les convaincre. Non, attention. Finalement, on comprend pourquoi Gramsci n'a pas non plus livré un système, n'a pas livré, on pourrait dire, une œuvre en tant que telle avec une construction bien lisible. C'est que ça l'intéressait pas du tout. En fait, ce qui l'intéressait, c'était, il voulait pas donner un manuel pour agir ou produire une théorie en tant que telle. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de parler d'expérience, d'organisation concrète. Sans aucun doute. Alors, à part ça, il y a les circonstances. C'est-à-dire qu'on peut pas faire. Oui, il a pas décidé de manière a priori qu'il créerait pas de système. Il a pas décidé qu'il allait mourir en 1937, quoi. Ils l'ont fait mourir, il est mort. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, on voit bien un mouvement dans l'écriture des cahiers. On voit bien un mouvement pour essayer quand même parce qu'il se dit, oula, ça va devenir un fatra, mon truc. Uno zibaldone farraginoso. Un truc, personne va s'y retrouver. Donc, on voit, à partir d'avril 32, il commence à faire ces fameux cahiers spéciaux avec une spécificité par cahier en essayant de regrouper les trucs, d'organiser, etc. Et voilà. Et il tenait beaucoup à ce que ces cahiers soient pas pris par le gouvernement au moment où il est parti. Il raconte. Alors bon, ils l'ont laissé partir parce qu'en fait, ils pensaient que c'était des trucs de cinglés, quoi. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Donc ils ont laissé sortir les cahiers, quoi. Mais il raconte comment il s'est débrouillé avec un autre. Il parlait en sarde au maton qui était sarde pour détourner son attention. Pendant ce temps-là, l'autre plantait les 33 cahiers dans un coffre et mettait des affaires dessus, etc. Enfin bon, voilà. Mais est-ce qu'il tenait vraiment que ça sorte son héritage littéraire? Ça a été, oui, donc il tenait pas forcément à l'idée d'œuvre, mais en tout cas, il voulait quand même que ça sorte et que qu'il soit diffusé. Et parmi les choses auxquelles il tenait, il y avait ce mot d'ordre politique dont on a parlé tout à l'heure, qui était ce mot d'ordre de il faut une constituante. Et ça, il le dit jusqu'à sa mort, c'est-à-dire la dernière rencontre qu'il a avec un gars qui est extrêmement important, qui était un économiste, en fait communiste, et même ayant des responsabilités dans le Parti communiste, mais qui travaillait à la London School of Economics, qui s'appelait Piero Sraffa, le spécialiste mondial de Ricardo, pour dire. C'est lui qui a fait l'édition complète de Ricardo. Mais bon, qui va le voir à la fin, puisqu'il est en liberté conditionnelle, donc il peut recevoir des gens, etc. Et c'est 15 jours avant sa mort. Et le dernier truc qu'il lui dit, c'est « Dis bien aux camarades que la ligne qu'on doit appliquer contre le fascisme, c'est la constituante. » Faut arrêter, voilà. Alors la constituante, c'est ce qu'il entendait aussi par, comme il dit à la fin du texte qu'on a entendu, cette unité de la spontanéité, de la direction consciente, la discipline. Ça peut être un effet de ça. C'est un effet de ça. Ça, c'est ce que ça dit là, ce texte-là, qui est vraiment un texte sur... il y a pas beaucoup de dirigeants communistes des années 20-30 qui disaient c'est super la spontanéité, et nous... On en parlait, parce que quand il dit la phrase, mais d'ailleurs on le dit toujours il était juste qu'on en parle. On parlait parmi les dirigeants eux-mêmes, nous les dirigeants de ce mouvement, qui étions les militants de l'Ordine Nuovo. Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, ils étaient les militants de l'Ordine Nuovo, mais que le secrétaire
de la section socialiste de Turin, c'était quelqu'un de l'Ordine Nuovo, c'était Togliatti, que le secrétaire de la Bourse du Travail de Turin, c'était quelqu'un de l'Ordine Nuovo, Angelo Tasca, et que donc il jouait un rôle non négligeable. Un rôle non négligeable dans le mouvement. Et là, il dit, voilà, on en parlait et on avait raison d'en parler. Il n'y a pas grand monde, je veux dire, il y a Rosa Luxembourg, voilà. Mais bon, les autres, surtout à cette période de l'international, un dirigeant communiste qui allait dire spontanéité des masses, il allait être pas bien vu. Oui, mais je crois que la spontanéité, même aujourd'hui, on a écouté un extrait des Gilets jaunes, les mouvements spontanés sont pris au sérieux par leur effet, par leur force, en tout cas par leur surgissement fracassant et continu, en tout cas pour les Gilets jaunes. Mais la spontanéité, en fait, elle est très peu valorisée. Elle fait peur. On lui reproche de ne pas avoir une forme politique aboutie. En fait, que ce soit dans le parti il y a 100 ans ou aujourd'hui de tous bords, la spontanéité est peu valorisée en politique. Il faut qu'il lise Gramsci, là, tous les mecs qui citent Gramsci. Mais qu'est-ce qu'il entendait, lui, alors, par direction consciente? Parce qu'il ne parle pas que de spontanéité tout seul non plus. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à partir de ça, et ça, c'est une question, là, en France, là, on l'a pas résolu, N'empêche que, si on regarde un truc, là, pour les Gilets jaunes, est-ce que ce qui reste du mouvement des Gilets jaunes, il est complètement intégré au mouvement sur la retraite. Complètement. Au point que la chanson des Gilets jaunes, elle passe par les cheminots qui la détournent à partir d'une chanson de stade. Ils la détournent, ils font une première chanson, on est là, etc. Même si Macron ne veut pas, etc. Bon, et la première version après le Football Club de Lens, c'est les cheminots de Lyon, pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et ça devient la chanson des Gilets jaunes. Et maintenant, dans toutes les manifs, en tout cas à Lyon, je ne sais pas comment c'est à Paris, mais à Lyon, tout le monde la chante. La CGT la chante, les anards la chantent, les Gilets jaunes qui sont là la chantent, etc. Alors, ça suffit pas pour faire l'hégémonie, ça suffit pas pour faire l'hégémonie. Mais on voit que quelque chose se passe. Quelque chose se passe et quelque chose se dessine. Ce quelque chose qui se dessine, ça pourrait être quelque chose qui soit un bloc historique qui regrouperait les Gilets jaunes, les syndicalistes. Mais on parle beaucoup, on en a parlé hier, de convergence des luttes. Romain Descentes disait que la convergence des luttes n'était qu'un stade préliminaire, en fait, à ce que pourrait être une hégémonie. Qu'une hégémonie était plus qu'une convergence des luttes dans la mesure où il y a une véritable synthèse qui s'opère entre différentes corporations, différentes personnes, différents partis. Comment va s'opérer, selon vous, cette cohésion, cette synthèse? Là, je vous repose cette question-là parce que elle est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'il entend par direction consciente? Lui, c'est clair ce qu'il entend. C'est nous, les communistes, on doit aider les gens à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, leur donner des mots d'ordre, discuter, mais pas de l'extérieur, de dedans, en partant du mouvement spontané. En partant des revendications réelles telles qu'elles se déroulent, en permettant que des formes d'organisation se mettent en place. Donc voilà, c'est ça qu'il entend. Ça, là, il n'y a aucun doute pour ce qu'il entend lui, il n'y a aucun doute. Pour ce qu'on entend nous, on est un peu loin apparemment, mais on est un peu loin au sens où il faudra un truc qui agglomère, mais c'est une question qui est pas seulement française, c'est une question mondiale des anti-néolibéraux dans le monde entier, etc. Donc là, faudrait que quelque chose se passe qui permette cette construction d'un bloc hégémonique. Lui, il appelle ça un bloc historique. Mais pour qu'il y ait un bloc historique, il faut que les gens se reconnaissent dans des appels, des mots d'ordre, des choses, des machins comme ça. Mais justement, vous disiez qu'il y avait une dimension même mondialisée maintenant, mondiale, d'un mécontentement mais comment peut s'opérer aujourd'hui? C'est-à-dire que Gramsci avait en tête l'Italie et plus précisément, il avait en tête les mouvements turinois. Là, à l'échelle mondiale, à quoi pourrait ressembler une hégémonie? Et je sais pas, moi. Sinon, je serais pas ici, je serais en train d'aller faire peut-être que vous avez une idée lumineuse, peut-être que se niche entre les lignes de Gramsci la réponse. Mais on voit bien, je vois juste bien que il y a des choses qui se font
dans des choses qui sont des élaborations collectives, les nouvelles formes de démocratie directe. Et là, on retrouve un peu du Gramsci pour vous, etc. Oui, oui, là complètement. Là, il me semble qu'il y a complètement des choses comme ça. Mais bon, on est dans une toute autre situation historique. Donc voilà. Donc lui, il voit ça. Il pense qu'il faut qu'il y ait le truc qu'il appelle le prince moderne, qui en gros, un parti qui soit capable de faire ça. Là, question des partis capables de faire ça, là, on le voit difficilement. Alors, simplement pour juste une toute petite précision, c'est que quand il pense Turin, il pense l'Italie, il pense Turin, mais il pense l'Italie, il pense Turin en rapport avec la situation internationale. Il pense pas indépendamment. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des réalités. Il faut absolument enquêter sur les réalités nationales, la réalité des situations et des historicités nationales, mais qu'on peut pas le penser. Et tous les jours, c'est une version de Bella Ciao que nous vous proposons. Et aujourd'hui, c'était l'interprétation de Tom Waits. Merci beaucoup, Jean-Claude Zancarini, de nous avoir expliqué ce concept de crise, ce nouveau concept de révolution chez Gramsci. Je rappelle que bientôt, on pourra lire de vous, coécrit avec Romain Descendre, un livre sur Gramsci aux éditions La Découverte. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Manon Delacelle, Isis Jourda, Adèle Vendrette, Jules Barbier, Thomas Beau à la réalisation, Maëlys Ricordo à la lecture des textes avec à la prise de son Élise Leu. Si vous souhaitez réécouter ou écouter cette émission sur Gramsci et la crise, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous y trouverez en plus toutes les informations musicales et bibliographiques de l'émission. Rendez-vous aussi pour nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Gramsci et demain nous évoquerons avec Christophe Mileski le sens commun ou comment la culture populaire peut changer le monde. À demain donc et restez à l'écoute sur France Culture.